Merci, Pivot. Et voilà. Oui. Donc, chers amis, bonsoir. On dit parfois qu'une ville sans passé est une ville sans avenir. Car, paradoxalement, ces deux mots sont solidaires. Et, comme l'écrivait Aragon, il faut parfois réinventer le premier pour voir la beauté du second. Sans revendiquer des origines étrusques, grecques ou romaines, Revel n'en possède pas moins un riche passé historique. Un passé qu'il était bon de renouveler, puisque des premiers volumes avaient été édités. En 5 volumes, peut-être même 6, nous verrons bien, pour autant d'années de recherche et d'écriture, le président de la Société d'histoire de Revel-Saint-Ferréol, Jean-Paul Calvé, s'est attelé à la lourde mais passionnante tâche de raconter la fondation, l'histoire et la vie de cette bastide de la seconde moitié du XIVe siècle jusqu'à nos jours. Avant qu'il ne vous parle du tome 2 de cette saga revelloise qui fait l'objet de la conférence de ce soir, je voudrais revenir quelques instants sur le tome 1 que nous vous présentions il y a tout juste un an de cela. Il traitait essentiellement de Revel avant Revel. Certains d'entre vous ont pu être déroutés à la lecture des premiers chapitres. Nous sommes bien conscients que la géomorphologie, la stratigraphie, la tectonique des plaques, l'orogénèse, les dracantères de la haute terrasse du Sort, ou encore la structuration du finage ou la typologie des habitats, ne sont pas, franchement parlé, le livre de chevet idéal. Mais c'était non seulement essentiel, mais aussi primordial pour la bonne compréhension de ce qu'allait suivre, à savoir la fondation de la bastide et les questionnements qui pouvaient en découler. Pourquoi à cette date? Pourquoi à cet endroit? Pourquoi le nom de Revel? Car bien avant que les textes et l'archéologie nous renseignent, toute cette activité s'était perdue dans la nuit des temps sans que l'histoire en conservait le souvenir. Avec ce tome 2 de l'histoire de Revel, nous allons revenir 4 ou 5 siècles en arrière dans le quotidien des habitants de la cité. 4 ou 5 siècles, c'est bien peu sur l'échelle du temps, autant dire que c'était déjà hier. Vous allez découvrir combien la jeunesse revelloise était soucieuse de conserver et de préserver ses privilèges. Vous verrez lors des guerres de religion que déjà, à l'époque, on se trucidait allègrement au nom d'une foi que chaque parti rival voulait salvatrice. Vous découvrirez également la fabuleuse épopée du creusement du canal du Midi et les tribulations financières de Pierre-Paul Riquet dans sa période revelloise. Vous vous ferez une idée sur les conditions de vie et d'hygiène inhérentes à cette époque, sur les risques d'incendie encourus, sur le casse-tête perpétuel des élus face aux nombreux procès supportés par la communauté et le désespoir devant des caisses éternellement vides, et bien d'autres choses encore, comme le passé et la vocation militaire de la ville. Le romancier et poète Valéry Larbaud disait, à juste titre d'ailleurs, qu'on a des souvenirs de sa ville comme on a des souvenirs d'amour. Écoutez donc nos anciens se remémorer le Revel d'autrefois, et Jean-Paul vous le raconter, et vous en serez persuadés. Merci Michel. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Je crois que la salle est pratiquement comble. Donc, ce soir, on vous présente le tome 2, mais je vais rentrer surtout dans un des grands chapitres de ce tome 2. C'est le passé militaire de notre ville de Revel. C'est vrai que quand on voit Revel maintenant, on ne peut pas s'imaginer tout ce qui a pu se passer au cours depuis sa fondation. La documentation, le passé militaire, s'est documenté essentiellement par les textes du XVIIe siècle, et on peut remonter un peu avant, uniquement au travers de ces textes du XVIIe siècle, qui permettent donc de savoir ce qui a pu se passer avant, mais c'est vraiment des bribes d'informations dont on ne peut pas trop rentrer dans le détail.
Donc, si vous voulez, je vais vous parler un petit peu de ce qui a pu se passer au Revel depuis la fondation. Donc, mon collègue vous a parlé des symptômes qu'on va sortir. C'est les symptômes, pour ceux qui les ont vus, sont des qualités. On rentre un petit peu dans le détail de cette histoire de Revel. J'étais parti sur 5 tomes parce que Revel, il y a 5 lettres. Et Revel a 5 blasons différents. Donc je me suis dit, c'est impeccable, hein, on va faire un truc sympa, une belle collection. Et plus on avance dans cette histoire, que je me rends compte que 5 tomes, enfin, de la façon que je l'aborde, ça ne sera peut-être pas suffisant. Alors on a prévu de faire un Revel, peut-être un 6e an, et Languedoc un 6e et un 7e. Enfin, on verra, on va voir. Je pensais déjà au tome 2 d'être au niveau de la Révolution française, je n'y suis pas. Je suis juste au XVIIIe siècle et on aborde la thématique et je vais la faire en détail. Donc voilà la page de couverture de ce tome 2. Donc là, mon collègue en a pas tout à fait parlé du contenu de ce tome 2, où on parle essentiellement, c'est traité par thématique. C'est-à-dire que l'histoire, ça peut se faire sur le plan chronologique, mais il est beaucoup mieux, lorsqu'on peut de le faire par thématique. Alors, la fonction militaire à Revel, les sources, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement des sources du XVIIe siècle qui permettent de rentrer dans les détails. Et on recherche, ces archives sont assez nombreuses pour le XVIIe. On les retrouve essentiellement aux archives départementales du Tarn, de l'Aude et de l'Hérault. Vous allez me dire de l'Aude et de l'Hérault, bien oui, parce que tout simplement, il y avait des échanges épistolaires, des échanges administratifs qui se faisaient entre Carcassonne, qui était la ville où se trouvait le grand bataillon militaire de notre région, et l'Hérault, puisque Montpellier était le siège des États du Languedoc. On retrouve aussi beaucoup de documents dans les archives municipales de Revel, notamment au travers des registres consulaires qui ont, pour ceux qui ont été conservés en tout cas, ils ont été conservés à partir de 1650 jusqu'à la Révolution française, dont nous avons environ une quinzaine de registres consulaires qui permettent donc de rentrer vraiment dans les détails de la vie quotidienne de nos Revellois et de nos Revelloises. Enfin, aux archives nationales, évidemment, et des écrits, des auteurs, des écrits qui ont été faits sur, par exemple, le diocèse de Lavore, les militaires à Lavore, ainsi de suite. Alors, il faut d'abord, je vais traiter à 2 niveaux. Le premier niveau, on parlera de la milice qu'on appelle la milice rurale, la milice bourgeoise, qui est quelque chose de très local, qui était uniquement à Revel, qui va donner à la Révolution française, qui va donner après la garde nationale. Voilà, alors ça, je vais vous parler un petit peu, on va commencer d'ailleurs par ça. Et après, on parlera de la milice royale. La milice royale, c'est l'armée royale, avec des contingents, c'est essentiellement des petites divisions qui viennent à Revel, Revel étant une ville-étape. Alors, la fonction militaire à Revel, donc justement, cette garde rurale, c'est la garde bourgeoise, on l'appelle aussi à travers les caisses, on peut l'avoir sous le nom de garde bourgeoise, sous le nom de milice bourgeoise, parfois d'une façon beaucoup plus rapide, on appelle ça le corps de garde, et parfois tout simplement la jeunesse. La jeunesse, surtout lorsque on parle des traditions de cette garde bourgeoise. Alors, là, on peut savoir quelle est l'origine de cette garde bourgeoise à Revel, parce que dans la mesure où les documents sont du XVIIe siècle, il y a beaucoup de demandes qui ont été faites, par exemple au diocèse de Lavore, ou aux États du Languedoc, où on parle justement de ces origines. Et ces origines, on peut les retrouve essentiellement bien avant que Revel soit fondé. Il existe déjà une garde bourgeoise au petit village, je dis petit village maintenant, de Vore, Baoré à l'époque, qui en vérité à l'époque était une ville très très importante. Ville importante parce qu'il y avait un consulat déjà à Baoré, avec un consulat dès le XIIIe siècle, dans le nom des consuls, vers 1240-1250, où il y a une justice de basse moyenne et une justice basse, moyenne et haute. Haute, c'est les pendaisons, les choses comme ça, les basses, c'est les petits larcins habituels que l'on peut retrouver. Donc, Vore était un important village, très important, avec une économie très dynamique. Le problème de ce village, d'ailleurs, comme les autres villages fondateurs, les principaux étant Dreuil et Vaudreuil, qui étaient beaucoup plus petits, on le verra plus tard, le problème, c'est si c'était vraiment à l'orée d'une grande forêt, la forêt de Baoré, justement, une grande forêt, évidemment, où, au travers des textes, on sait qu'il y avait beaucoup d'animaux. Alors, tant que c'est des lapins, des lièvres, ça va, mais quand il y a des animaux comme des loups, d'autres
villageoise, on s'y aventure très très peu. Et en plus, dans cette forêt, se cachent des personnes peu recommandables. Par les personnes peu recommandables, eh bien, c'est des gens, il y a des voleurs, des assassins. Il y a aussi, il ne faut pas oublier que lorsque il y a eu la période du Qatar, il y a eu la Grande Guerre méridionale aussi, où lorsque les soldats étaient un peu désœuvrés, il fallait qu'ils vivent un petit peu sur le pays. Et on le sait, pendant la guerre de 100 ans, par exemple, il y a eu des grandes compagnies qui mettaient à feu à sang les villages de la plaine. Donc, pour Revel en tout cas, mais aussi pour Vore, pour Dreuil, Vaudreuil, on ne sait pas trop, mais il semblerait que Vaudreuil, il peut y avoir aussi un petit système défensif. Il y a des systèmes défensifs qui se mettent en place par rapport à ces personnes peu recommandables. Et ensuite, il va y avoir des groupes qui vont se former, des groupes armés qui vont s'entraîner pour essayer de se défendre, pour à la limite, pourquoi pas, aller attaquer les gens dans la forêt, mais ça un peu moins, peut-être, c'est beaucoup plus compliqué, mais aussi contre les animaux, les loups. Et on sait qu'ici, il y a beaucoup de pastoralisme. Dans les textes, on voit qu'il y a beaucoup de moutons, de brebis, et aussi il y a beaucoup de loups. On retrouve à travers du 16-18e siècle des chasses, des battues aux loups pour essayer de tuer le maximum de loups qui tuent beaucoup de moutons. Et ensuite, on retrouve les traditions dès le départ. Ça s'appelle tradition du Prat d'Elbal ou du Pont-Pouli à Vore. Prat d'Elbal, le pré du bal, là où l'on danse. On ne faisait pas que danser, vous le verrez tout à l'heure. Et le lieu s'appelle aussi Pont-Pouli. Il y a d'ailleurs une exploitation agricole, un lieu dit qui s'appelle Pont-Pouli. Pont-Pouli, c'est le pont Jouli, le pont qui passait le sort juste après Vore. Alors, le petit dessin que j'ai fait, alors la forêt, c'est le vert clair, à peu près, on ne sait pas trop exactement comment elle était, cette forêt. Toujours est-il qu'on sait que bien avant le Moyen-Âge, à l'époque antique, cette forêt n'existait certainement pas. Toute cette zone était mise en valeur, et on retrouve des sites antiques, même autour de Revel, à côté du lycée Vincent-Royon, par exemple, il y a un petit site antique, donc tout ça s'était mis en valeur. Mais à l'époque médiévale, donc, on a cette grande forêt où l'on voit. Attendez, je vais essayer de faire marcher le truc, voir si ça marche. Voilà, où on voit Vore qui est ici, vraiment à l'orée de la forêt, et on voit des petits chemins qui passent tout le long de cette forêt, qui vient à Saint-Pierre-de-Caldera, qui vient à Dreuil et qui vient ensuite à Vaudreuil. Et plus tard, il y aura un accès direct entre Revel et Vaudreuil, puisque Revel, à cette époque-là, n'existe pas, et la Garrigole, on pense que ça n'existait pas, en tout cas au Moyen-Âge. Par contre, à l'époque antique, il y a eu un site sur la Garrigole. Et après, sur les contreforts de la montagne, il y a Sorèze et tout ça, Durfort. Donc voici la situation un petit peu de ces villages. Donc Vore, on le voit à travers du cadastre de 1831. On peut penser, on ne sait pas trop un petit peu l'origine de Vore. Alors on a des spécialistes archéologues dans la salle, je le sais, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, en tout cas moi je me maintiens sur ce qu'il a écrit, je ne suis pas spécialisé en tout. Il semblerait qu'il y ait une sorte de village ecclésial qui soit ici, un parcellaire arrondi, un autre parcellaire beaucoup plus arrondi qu'il y a à côté. Mais Vore, en réalité, c'est fortement étendu. Et puisqu'on a retrouvé des espaces avec des vestiges archéologiques très importants sur toutes ces zones vertes. Vous voyez que c'est assez grand. Hein. On les voit ici sur la photo aérienne. Donc ça, c'est le village ecclésial qui était par là, s'il y avait un village ecclésial. Juste à côté du ruisseau du Sort, qui est ici, le Pont-Pouli, et se trouve là. Et on voit actuellement un habitat assez clairsemé. Avec ces ronds, c'est des endroits où l'on a retrouvé des vestiges archéologiques. C'est quand même assez étendu. Seulement, il n'y a pas eu assez de... C'est des petites lucarnes. À chaque fois qu'il y a eu des fouilles, des petits sondages archéologiques, c'est des petites lucarnes qu'on ouvre, mais on ne peut pas savoir exactement sur une grande étendue ce que c'est qu'il y a. Toujours est-il que l'étendue de cette ville de Vore était importante, et on sait qu'elle était importante parce qu'on le retrouve dans des écrits, avec des échanges avec les capitouls de Toulouse, dès le XIIIe siècle, où il y a des échanges commerciaux qui se font avec ce village. Alors là, j'ai mis à la même échelle les photos aériennes de Revel, à gauche, de Vore, un peu plus à droite, Vaudreuil et Dreuil. Et j'ai surligné en jaune, à l'époque des origines de ces villages, pas actuellement, donc à l'époque de leur origine, quand ils ont commencé à être là, quelle était la superficie. Voilà, alors c'est en jaune, voilà Revel, voilà la superficie de Revel, la superficie de Vore,
vous avez Vaudreuil et Dreuil. Je ne sais pas si vous l'avez vu apparaître, tellement c'est petit. Dreuil et Vaudreuil, là aussi, on a certainement des villages ecclésiaux. Pour Dreuil, c'est sûr. Vaudreuil, c'est presque sûr. Vore, on suppose. Et vous voyez que Vore, l'espace pris par Vore, c'est pratiquement 50% de l'étendue de Revel à l'intérieur du Tour de Ville. Le Tour de Ville étant l'endroit où passaient les remparts. Alors, on revient au Prat d'Elpal, la fameuse tradition. Le Prat d'Elpal, le Pont-Pouilly, où est-ce qu'il se trouve? Alors, ça a toujours été un problème. On n'a jamais trop su où il était. On disait c'est du côté de Saint-Cernin, parce qu'il y avait aussi un site archéologique. On savait que c'était derrière le Sort. On ne savait pas trop. Eh bien, en cherchant dans les archives, nous avons trouvé. Mais il faut chercher, il faut aller fouiner. Dans des archives, des fois, qui ne payaient pas de mine, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans? C'est très intéressant. Mais si, on trouve des choses très intéressantes, notamment un registre datant de 1450, reconnaissance civile en latin, où on précise bien où se trouve ce Prat d'Elpal. Et il y a d'autres actes notariés aussi, du XVIIe, qui sont beaucoup plus faciles à lire, qui nous permettent de savoir où ça se trouvait. Alors, le Prat d'Elpal, vous voyez ici, vous avez derrière, il y a l'église et le cimetière de Vore. Là, on va vers Revel. Là, on va vers Garevac-Gandel. Vous avez le pont, le fameux pont Pouilly, avec la petite maison qui s'appelle le pont Pouilly ici. Et déjà, cette route, on voit qu'elle a été assez exaucée peut-être de presque 2 mètres de hauteur, tout simplement par rapport au pont, parce qu'il y avait des crues énormes avant qu'il y ait la rigole, l'histoire du canal du Midi et tout ça. À l'époque, il y avait de grandes inondations sur le village de Vore. C'est ce qui explique peut-être justement le déménagement en partie de ce village pour la fondation de Revel. Donc le pont Pouilly se trouvait ou ici, de ce côté de la route, ou de l'autre côté, ou tout simplement ici, au milieu, là, tout ça. Voilà, on pense que c'était là. D'après les registres notariés, ils disent bien que c'est au nord du village et juste au bord du Sort. Donc voilà, alors je vous ai fait un petit dessin en rouge pour montrer où c'est. Ça, c'est la photo aérienne de Vore. Alors il y a une tradition qui était ancienne, du XIIIe siècle, où c'est que chaque année, et notamment le dimanche et le lundi de Pentecôte, et ça avait une valeur religieuse évidemment, c'était la Renaissance, la nouveauté qui se mettait en place, la résurrection, je pense que c'est ça aussi. On allait au Prat d'Elpal à Pont-Pouilly, au Chant de Gloire, le Chant de Gloire. Et au Chant de Gloire, lorsqu'on était à Revel, on a continué cette tradition, et le lundi de Pentecôte, on partait de Revel. Ça durait environ demi-heure, on le sait, ça durait demi-heure pour y aller, et on allait à Vore, à ce fameux Prat d'Elpal, où il se passait plein de choses. Alors ça se passait comme ça. Premièrement, il y avait cette garde bourgeoise, qui était à pied à cheval, qui avait au beffroi, qui allait récupérer les consuls. Il y avait une avant-garde de 6 personnes, puis il y avait le contingent militaire qui suivait, avec les consuls, et ils allaient à la porte de casse. La porte de casse, c'est la photo que vous avez là. Et ensuite, il y avait un défilé et cavalcade autour de la ville. Et après, on partait en direction du Prat d'Elpal. Là, il se passait des jeux, des danses, le prix du tir, le tir de l'arquebuse, des jeux d'adresse, où on décrétait qu'il y avait un champion. Il y avait, c'est un peu comme les Jeux olympiques, un petit peu du coin. Il y avait un vainqueur, ce gars-là, pendant un an, c'était la personne la plus importante, le jeune le plus important de la ville de Revel. Et après, on revenait à Revel, dans l'ordre inverse, c'est-à-dire c'était les consuls qui étaient en tête, et la milice bourgeoise était derrière. Le lendemain, on allait parfois au pas de vin Notre-Dame, il y avait souvent une messe et un tédéum. Alors à l'époque, on s'est amusé à faire des petites images virtuelles, on s'amusait, l'histoire peut être didactique, on peut s'imaginer comment ça pouvait être cette porte, étant donné qu'il y avait un ruisseau avec un pont, un abreuvoir qui était à gauche. Il y avait une troupe armée de 40 personnes environ, une troupe à cheval de 40 personnes, avec les étendards, on va essayer de revoir tout ça ensemble. Et ça permettait donc, cette image permet de savoir, voir un petit peu comment ça pouvait se passer à l'époque. On n'a pas de film, de photos, mais on s'amuse à faire ça. Je surveille l'heure, je ne veux pas être trop long, voilà. Alors là, je vais vous passer rapidement. Donc je rappelle ici la ville de Revel, avec le regroupement de tous les petits villages qu'il y a autour. C'est vrai que lorsque la bastide de Revel a été fondée en 1342 par le roi Philippe VI de Valois, très rapidement, il y a eu un dépeuplement très important de tous les petits villages qui étaient en dispersion totale dans la plaine. Beaucoup de petits
villages sont pratiquement morts, il n'y a pratiquement plus rien, il n'y avait pratiquement plus d'habitants. Par contre, la ville, elle, en quelques années, elle s'est remplie. Elle s'est remplie puisque quelques années après, on voit qu'il y a des ordonnances royales qui organisent la mise en place d'un juge, la mise en place de personnel, parce qu'ils disent qu'il y a plus de 3000 habitants. En l'affaire de quelques années, cette ville qui est partie de rien arrive à 3000 habitants très rapidement. Il y a un important déplacement de population, et ça on le comprend. C'était pas forcé, hein, les gens n'étaient pas forcés d'y aller. C'est que tout simplement, ils avaient intérêt à venir à Revel. Parce qu'à Revel, il y avait, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on est là jusqu'à 2h du matin, il y avait une charte des communes qui précisait les droits et les devoirs, et c'était vraiment très clair, très net, enfin pour l'époque en tout cas, il y a une sorte de, je ne vais pas employer le mot, mais une sorte de liberté individuelle où les gens pouvaient monter leur affaire, et il y avait, ils pouvaient le transmettre aux enfants, chose qui n'était pas forcément, qui existait ailleurs. Alors la garde bourgeoise à Revel. Alors, comme je vous le disais, au début, c'est la grande forêt. Voilà la grande forêt. On voit la montagne nord au fond, on voit ce qui constitue le voir maintenant, tout à fait au fond. Donc, au milieu de cette forêt, eh bien, on fait un petit défrichage. On commence au centre, à un point donné. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était un point bien choisi pour pouvoir y amener de l'eau et pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Cette bassine va pouvoir s'ouvrir, se mettre en place au milieu de cette forêt et pacifier quelque part cette contrée, mais aussi lancer une dynamique économique, permettre au roi de bien montrer que c'était lui le patron ici, c'est une bassine royale, n'oublions pas. Ça permet aussi de relever des taxes. Très rapidement, on voit arriver les compois, ce qui permet de faire ce qu'on appelle maintenant nos taxes foncières. Donc ramasser de l'argent pour les gens qui avaient des espaces dans cette ville. Ce qui est intéressant aussi, vous le verrez dans le tome 2, ça c'est qui a acheté, ceux qui n'ont pas acheté, il y a un petit chapitre sur un blason qu'on a découvert, qui était marqué en toutes lettres dans un document, qui n'a jamais été relevé, parce que c'est vraiment dans un coin, il fallait vraiment le voir. Il s'agit d'un blason avec l'air de Revel, Reibel, avec la couronne royale au-dessus, mais quelque chose qui n'est pas connue, qui était tenue par deux biches. On sait que les biches sont associées à la déesse Diane, qui est déesse de la chasse, de la guerre, de la nuit. Là, on colle un petit peu avec le passé militaire, la garde bourgeoise de Revel. Et la forêt, et tout ça. Alors, déjà, dans la charte de fondation de Revel, celle que l'on connaît en tout cas est un vidimus, c'est-à-dire qu'il y a une copie de l'original, puisque l'original n'existe plus, mais qui est la copie conforme, on pense que c'est la copie conforme de l'original. On dit bien que les consuls de cette ville peuvent donc mettre en place une garde pour garder la ville en armes de jour et de nuit, faire apprendre, arrêter les délinquants, les malfaiteurs, et ainsi de suite. Donc ça c'est bien clair, et c'est là, au cours chaque fois qu'il y a un nouveau roi, il y a des vidimus qui reviennent et qui reprécisent tout ça, pour bien montrer que cette ville a ces privilèges-là. On a aussi quelques dessins, bon ça c'est un dessin qui se rapproche de très très loin de la réalité, je dirais, mais on voit très bien les remparts, avec l'église de Notre-Dame, qui est là, cette porte qui est la porte Notre-Dame, avec une petite cloche, mais ça on le retrouve dans les textes par contre, donc il y a quand même, vous voyez, une part d'objectivité dans ces dessins. Les remparts aussi, ils existent tout simplement parce qu'on a retrouvé des plans, il n'y a pas longtemps, il y a 5-6 ans, les plans de 1770 qui dormaient dans un grenier à Toulouse, qui était d'ailleurs un des descendants du fameux géomètre de Toulouse qui s'appelle Urbain Magès, qui s'occupait aussi du canal du Midi. Et ces plans sont fantastiques parce qu'ils donnent en détail exactement les remparts. On voit très bien les remparts commencer, où se trouvent les portes, où se trouvent les corps de garde, où se trouvent les tours, ainsi de suite. Et on s'est amusé à faire en 3D un petit peu ce que pouvait être Revel vers 1770, mais aussi, très certainement, vers 1355, c'est-à-dire 13 ans après la fondation de Revel. Pourquoi 1355 ? Parce que quand Revel est fondé tout à fait au départ, il n'y a pas de rempart. Au départ, là, les Bastides, la plupart des Bastides, il n'y a pas de rempart. Ce n'est pas des villes faites pour être défensives, sauf quand il y a eu la guerre de 100 ans, évidemment. Mais en 1355, c'est la grande chevauchée du Prince Noir, qui passe par Toulouse, Castelnaudary, pas très loin, qui met tout à feu à sang, qui va à Narbonne et qui revient. Là, c'est le grand témoin, tout le monde ne comprend pas comment ça se fait qu'il est arrivé jusqu'à Narbonne, qu'on n'a pas pu le contrer, donc tout le monde a peur, donc il y a des ordonnances qui disent vite, vite, il faut monter les remparts, et on fait les remparts très très rapidement,
en quelques années, à faire des remparts quand même autour de la ville de Revel. C'est plusieurs kilomètres là, pratiquement. Ça ne se fait pas évidemment en grosses pierres, en grosses briques, tout ça. On fait de la terre branchée. La terre branchée, c'est de la terre qui est de la terre crue que l'on compresse entre des planches, et c'est très rapide à faire. Enfin, il faut de l'huile de coude, bien entendu, mais la terre se trouve sous nos pieds, parce que Revel dessous, il y a une argile d'excellente qualité, en plus il y a de l'eau, et en même temps que l'on récupère cette terre pour faire les remparts, en même temps, on crée les fossés défensifs. Voilà, c'est le dessin que vous avez ici. Donc voilà à peu près un truc stylisé, d'ailleurs, que j'ai repris sur l'étude qu'a fait Frédéric Lope sur Castelnaudary, où on voit, on creuse l'argile, on monte des murs en terre. Évidemment, plus tard, ces murs seront en pierre et en briques. Et on a une grande partie, une partie 44 mètres qui se trouve à la place du Paty. Je vais en parler plus tard. Et alors encore de nos jours, voilà, alors là la place du Paty. Alors ça, vous l'avez vu très rapidement, puisque très rapidement ça a été protégé par des grandes bâches. Actuellement, il y a des grandes bâches. Mais là, il y a un grand projet de valorisation, de protection, et on va mettre des panneaux didactiques où l'on voit très bien des gros parpaings en grès tertiaire. Tertiaire, c'est les grès assez récents, sur l'époque géologique, qui date de 20-30 millions d'années, que l'on récupérait dans la plaine. Que l'on bâtissait jusqu'à ce niveau. À ce niveau, il y a un petit décrochement, c'est là que se trouvait un ancien tour de garde, certainement, le chemin de ronde. Et on voit des meurtrières qui existent encore, il y a des meurtrières, et tout ça c'est fait en briques. Voilà la partie sur le plan, la partie qui est conservée actuellement et qu'on va valoriser. La poste se trouve ici, ça c'est la rue Marie-Louis, qui s'appelait à l'époque la rue Saint-Antoine. On voit très bien sur ce plan qu'il y a des espèces de bâtiments, de garde à chaque porte. On peut s'imaginer même qu'il y a un système à 2 portes ici. 2 portes, ou en tout cas, c'est des montants en pierre qui permettent de faire des renforts des murs. Un petit pont ici, et là c'est l'eau qui coule tout autour. Évidemment, les fossés, là, en 1770, sont énormément remblayés. Et on voit des petits escaliers qui permettent de monter peut-être sur le toit de cette maison, et ensuite prendre le chemin de ronde qui est là, et qui correspond bien à ce que je vous ai dit juste avant, le petit décrochement qu'il y a dans le mur, dans le rempart. Ici, c'est une vue de Sorèze. C'est la belle rue de Sorèze, la rue, je ne sais plus son nom, qui est très décorée. Et là, on peut très bien s'imaginer, étant donné que ça, par contre, c'est pas conservé sur Revel. Si vous allez à Saint-Denis, par contre, il y a une belle escoussière qui existe aussi, et qui peut se donner l'idée un petit peu comment était à l'intérieur des remparts, les remparts de Revel qui pouvaient être comme ça, à l'intérieur une petite rue qui s'appelle les Escoussières, qui faisait tout autour de la ville, et après il y avait les maisons qui étaient ici. Souvent, même dans certains castelnaux ou certains castrums médiévaux, les maisons sont directement adossées au rempart. Et là, il est prévu d'ailleurs des ordonnances royales qui disent que les maisons ne doivent pas toucher au rempart, tout simplement par sécurité, en cas d'incendie, des trucs comme ça. Alors tout ça, ça rentre tout à fait dans le cadre défensif de cette garde, de cette milice bourgeoise de Revel. Voilà le plan de Revel de 1770, parfaitement détaillé. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a que 4 portes. Il y a évidemment des rues partout qui se coupent en angle droit. Ça, c'est le standard un petit peu des Bastides, du phénomène Bastide. Par contre, il n'y a que 4 entrées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on rentrait dans une entrée, par exemple, par l'entrée de l'église Notre-Dame, c'était la porte de Carcassonne, on ne pouvait que aller tout droit avec les charrois. Arrivé au niveau de la place centrale, il fallait bien traverser, parce que si on allait tout droit, on se retrouvait devant un mur. On ne pouvait pas aller tout droit, dans n'importe quel sens que ce soit. Donc on était obligé de faire une espèce de tracé en baïonnette et ressortir par l'autre porte. Là, c'est la porte de Cassa, c'est l'actuelle, là, c'est la rue du Tarigot. Pareil dans l'autre sens, puisqu'il y a les 4 portes. Là, c'est la porte Saint-Antoine, et c'était la porte de Toulouse. C'est le fond de la rue Marie-Louis actuelle. Donc, ça se dessinait une sorte de zatisca, donc 2 tracés en baïonnette, et on pouvait passer par Sorèze. On peut, alors ça, c'est peut-être pas tout à fait objectif, mais moi, je pense que là, il y avait quand même quelque chose d'intéressant, c'est que ça voulait dire que déjà au 15e, 16e siècle,
il n'y avait pas les chemins extérieurs qui permettaient de contourner la ville. Donc, lorsqu'on vient de Toulouse, de Carcassonne, de Sorèze, d'Ourgne, Mazamet ou de Castres, lorsqu'on devait aller de Castres, par exemple, à Toulouse, on était obligé de passer par la ville, passer par le centre, et là, souvent, il y avait des octrois, des choses comme ça, des taxes qui étaient mises en place. Ça permettait de contrôler un petit peu la population, et on peut supposer aussi que si par hasard, lors d'une attaque de la ville, les gens pénétraient par un endroit, ils étaient obligés de se retrouver au centre, ils ne pouvaient pas très rapidement ressortir. Enfin, je ne sais pas, c'est moi qui dis, je ne suis pas du tout spécialiste de l'art militaire de cette époque-là, donc je vous le donne, vous en ferez ce que vous voudrez. Je dirais spécialiste de l'art militaire dans la salle, je sais que après vous me direz, ou si vous voulez intervenir de suite, n'hésitez pas. Donc, bon, on continue. Donc, ce qui veut dire que toutes les autres rues étaient aveugles. On se trouvait contre des remparts. Alors ça donnait ça, c'est vrai là, je vous prends la rue des Écuries actuellement, où l'on voit très bien, là c'est la Poste ici, on peut très bien passer. À l'époque, on ne passait pas. Hein. Paf, il y avait un rempart, j'ai eu quelques petits chevaux pour bien voir, et le chemin de ronde. Toutes ces sorties, qui ne sont ouvertes qu'à la fin du XVIIIe siècle, et certaines ne sont ouvertes qu'au début du XIXe, étaient complètement obstruées. Ce qui posait quand même des problèmes d'aération pour la ville. Hein. Ils le disent d'ailleurs, dans les textes, on le voit. Hein. Il y a des gros problèmes d'hygiène, mais ce n'est pas le thème que l'on traitera ce soir. On le traitera quand je vous présenterai le tome 3. Donc après, il y a les ronds. Vous avez vu, les ronds, ça c'est ce qu'on retrouve, les emplacements des tours. Il y a des tours contre les remparts. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à un endroit, près de la place du Paty, où on a une vision externe du mur sur environ 1,50 m, 2 mètres de large. On voit très bien la structure un petit peu du mur extérieur. Donc on s'est amusé, toujours pareil, parce qu'on s'amuse quand même, hein, l'histoire, on a essayé par la numérisation de multiplier cette photo par x fois. On le voit très bien, hein, on voit la reproduction, et pour avoir une idée un petit peu du mur tel qu'il pouvait être vu pour les gens qui venaient de Toulouse et lorsqu'ils arrivaient à Revel. Et on a mis le tour, c'est la tour de Piloran, qui est à peu près, en chronologie, qui correspond à peu près au tour de Revel. Voilà, et les tours sont présentées comme ça. Celle-là, c'est celle qu'il y a ici, vous voyez. Et là, il y a des tours tout partout. Donc Revel, voilà, on peut s'imaginer un petit peu une sorte de petite cité de Carcassonne. Voilà. Alors après, à chaque entrée, il y avait des corps de garde. Des corps de garde plus ou moins importants. Le plus important quand même était au Paty, c'était ici. Et à chaque entrée, 1, 2, 3, 4, il y avait des corps de garde. Des corps de garde qui étaient des petites maisons, les petites maisons que je vous ai montrées. Alors il y en a une qu'on n'a pas pu garder, qui se trouve actuellement sur le parking qu'on a fait donc, à l'ancien stock d'Arnaud à la place du Paty. Voilà à quoi ça pourrait représenter. Là, il y avait une porte, on devine la porte qu'il y avait une petite fenêtre, et le bâtiment est là, et là, il y avait des gros piliers, des beaux renforts en pierre, et ça se trouve près de ce qu'on appelle le bastion. Sur le plan, on retrouve le terme de bastion. Donc, à chaque porte, ça c'est la porte Notre-Dame, on voit très bien ces bastions avec les escaliers qui permettent de monter au rempart. On peut supposer que par-dessus la porte, de là, il devait y avoir un passage en hauteur qui permettait d'aller là à là. On pouvait faire tout le tour de la ville. Et à certains endroits, il y a des petits trucs très particuliers. Ça, c'est une échauguette. Je voulais vous le montrer un peu plus loin. Une échauguette qui remplace une tour, si vous voulez. Enfin, qui remplace une tour. C'est pas comme une tour, mais c'est une petite avancée qui permettait un petit peu de contrôler et à la limite d'avoir une fonction défensive. Alors, cette partie-là que vous voyez ici, je fais la photo actuellement. Actuellement, le problème, c'est qu'elle n'est pas dans le bon ordre. Parce que vu, il y a l'église qui est à gauche, elle est à droite. Et là où c'est qu'il y a la résidence d'étoiles maintenant, le pont de bâtiment est à côté. Alors tenez-vous bien aux chaises, ça va tourner. On fait tourner le truc, on le met comme il faut. Boum, paf, ça y est, c'est bon. Voilà, alors qu'est-ce qu'il fait, ça tombe là. Bon, voilà, alors là c'est dans l'ordre, vous avez l'église là, voilà. Vous avez les chauguettes qui est là, le corps de garde qui est là, et là évidemment, on s'est amusé bien, ça s'amuse comme les gosses. Donc voilà, on a reçu un petit peu, là je crois que c'est la porte de Mirepoix qu'on a mis aussi, qui est chronologiquement, qui correspond un petit peu à la fondation de Revel. Il pouvait y avoir une porte un peu de cette architecture-là, avec les remparts, et la fameuse échauguette qui est là. Voilà comment ça pouvait être lorsqu'on venait de Carcassonne, par exemple, à Revel.
Voilà comment ça se présentait. Dans chaque corps de garde, évidemment, il y avait cette Miss bourgeoise qui gardait. Voilà les choguettes, la fameuse choguette. Alors là, on l'a en photo. Ben, c'est pas les choguettes de Revel, bien entendu. C'est les choguettes de Carcassonne. Mais attention, entendez-moi bien, c'est pas la cité de Carcassonne, c'est la ville basse, c'est la Bastide. La ville basse. Et si vous passez à Carcassonne, quand vous verrez ces murs, vous le connaissez ces murs, vous savez qu'on va à la mer avant, on passe à côté, quoi. On voit ces vieux murs, c'est pas la cité de Carcassonne, je reprécise. Quand vous voyez ça, eh bien écoutez, ça, c'est vraiment les remparts de Revel. Parce qu'on retrouve bien ces parpaings là, parallélépipédiques, voilà. Bon, vous avez compris, qui est une forme de parallélépipède, en grès de la plaine. Vous avez vu qu'à un moment donné, il y a un niveau, et après, ils rebâtissent en briques au-dessus. C'est vraiment Revel, quoi. Avec les choguettes, c'est ça. Il faut vous imaginer, voilà, près de la porte de Notre-Dame, comment ça pouvait être. Ah, les choguettes. Petit dessin en 3D qui montre le système. Alors ça, c'est du sérieux, quoi. C'est pas de la bande dessinée, hein. C'est pas fait au pif. On l'a fait d'après le plan. D'ailleurs, vous voyez que dessous, il y a le fond du plan Manguès dessous, et dessus, on a reporté avec le système, ça s'appelle SketchUp, le logiciel, on a remonté en 3D les portes. Ça, c'est la porte Notre-Dame, avec le petit escalier, le petit corps de garde. Ça, c'est la route de Castres, ici. Alors, les escaliers, par contre, là, sont de ce côté-ci. Et ça, c'est la porte de Toulouse, l'arrivée de Toulouse par là. La porte de Toulouse, avec les escaliers qui montent là, et le fameux bastion. Alors là, on a quand même un gros point d'interrogation, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils avaient l'intention, en projet, de monter une caserne? Est-ce que c'était un endroit où on mettait des chevaux? On ne sait pas. Ça n'a jamais été construit, sauf Arnaud avec son grand hangar. Alors, le beffroi de Revel, évidemment, qui n'avait pas l'allure et qu'il a actuellement, puisque actuellement, le beffroi, en tout cas, date de 1830. Ça, c'est le beffroi en pente de bois de l'époque, d'après un dessin que l'on a retrouvé sur des comptes de marchands de braquet de Revel. On peut estimer que ça devrait vraiment ressembler à ça. D'ailleurs, il y a une gravure sur bois de la Garrigue qui représente aussi l'ancien beffroi, d'après des descriptions de gens, de témoins oculaires, et qui ressemble plus à ça. Donc, on peut très bien supposer que notre beffroi de Revel au XVIIIe siècle ressemblait à ça. Avec la pendule, avec le petit campanile-hameau, le petit coq, c'était tout à fait ça. Voilà. Alors, si je vous dis ça, c'est que ce beffroi, cette place centrale telle qu'on la voit actuellement, ça n'a pas servi que pour le marché, parce qu'à une époque, il y a eu des bâtiments qui se sont mis dessous, on a mis un écorchoir et on a mis une boucherie, et on a même mis un endroit, à la place de la boucherie, où on a mis un corps de garde, parce que, tout simplement, un corps de garde qui servait aussi de salle de réunion pour les consuls, parce que le beffroi commençait à partir en miettes un petit peu, il ne tenait pas très bien, ils ont construit quelque chose d'un peu plus dur et plus facile à chauffer, aussi. Et d'ailleurs, on retrouve, là, il y a des gens qui ont dit que c'était le carcan, l'emplacement du carcan, d'un pilori, ces traces, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est les emplacements des boucheries, des corps de garde qui étaient sous le beffroi. Quand vous les verrez, vous verrez que ces emplacements où l'on mettait des poutres pour mettre les pannes de bois. Chose intéressante au niveau de la défensive de la ville aussi, que l'on retrouve dans le plan de Manguès, le plan de 1770 aussi, et qui est parfaitement bien fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre en compte les détails de son produit. Ils ont mis les piliers comme ça, non, les piliers, c'était exactement ça. C'est exactement cet endroit qui se trouvait, on les a comptés, c'est exactement ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les piliers, il y en a tout le tour, y compris dans les entrées des petites rues adjacentes. Et il y a des piliers qui sont très très près, vous les avez ici. Les piliers sont ici, vous voyez. Et là, ça pose problème, parce que lorsqu'il y a une charrette qui arrive par là, on ne voit pas trop comment ils peuvent rentrer à l'intérieur de la place. Très certainement, à un endroit, il y avait un endroit qui était beaucoup plus large, qui permettait de rentrer à l'intérieur de la place, et c'était obligé qu'ils rentrent dans la place, étant donné, comme je vous l'ai montré, le tracé en Zlatisca, le tracé en baïonnette, il fallait bien qu'ils passent d'une rue à l'autre pour sortir à l'autre rue. Et ça, c'est corroboré notamment par l'architecte Cambon, qui en 1830 fait un relevé géométral de la ville et qui est en train de revoir un peu les réalignements de façade, essayer de revoir tout ça. Et il dit qu'il faut absolument arranger ces angles de place, c'est plus possible, puisque à cet endroit-là, il parle de cet endroit-là, juste un homme à cheval peut juste passer. On va dire, bon là, je brode, là, je raconte n'importe quoi. Allez à Mirepoix.
allez à l'aéroport, vous verrez, il y a encore un angle qui est fermé comme ça, et ils l'ont un peu arrangé pour que les voitures passent, mais les voitures passent tout juste. À l'époque, les angles étaient absolument fermés. D'ailleurs, actuellement, tous ces angles sont coupés, vous les verrez, les maisons sont coupées ici, comme ça, et donc là, c'est parti de galeries, il y avait même des maisons dessus, tout ça, ça a été détruit. On retrouve ça dans les textes. Est-ce que cette ville était en sécurité, même avec la garde bourgeoise? Mais non. Même avec la garde bourgeoise, il y avait des problèmes, pas mal de problèmes, et les gens mettaient des judas. Vous savez, maintenant, on a les judas modernes, c'est-à-dire maintenant, évidemment, il y a les interphones avec tout ça, mais il y avait aussi, il y a quelques temps, il y avait ces trucs, les œilletons, vous savez, en verre, là, à large panorama qu'on mettait dans les portes pour voir, lorsque quelqu'un tapait, savoir qui c'est qu'il y avait derrière. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ça, mais par contre, au plafond, et ça, quand je fais des visites guidées de la ville avec les écoles ou avec des groupes, je montre ces trucs-là. Et ces trucs-là, ce n'est que ça. C'est-à-dire que c'est ici, complètement au plafond, ça correspond à la pièce qui est au-dessus, c'est-à-dire que quand quelqu'un tapait, notamment le soir, lorsqu'il y a des risques, ben, on ouvrait la trappe qu'il y avait là, et à travers la grille ou à travers le petit trou, il n'est pas grand ce trou, c'est la moitié d'une feuille 21-29 sec. On regardait, on parlait avec la personne qui est debout, qu'est-ce que vous faites, nanana, et si la personne disait je viens vous voler et vous tuer, ben n'ouvrez pas. Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu des assassinats, il y a eu beaucoup de problèmes à Revel, des gens qui tiraient au fusil dans les rues, musclés, alors que lui, on retrouve ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, en fonction de cette garde rurale, je reviens, garde bourgeoise, eh bien, c'était avant tout quelque chose de représentatif, c'est-à-dire ils maintenaient cette tradition, avec cette fonction représentative, ils servaient au défilé, au Tédéum, ils étaient le support du pouvoir consulaire, et ils participaient à diverses cérémonies ou processions religieuses. Ils sont toujours là. Et souvent, lorsqu'il y a des processions, lorsqu'il y a des grandes cérémonies, on fait tirer les fusils, 10-15 fusils qui tirent, on fait tirer les boîtes à feu qu'ils appellent, c'est-à-dire c'est des espèces comme des petits canons, mais on mettait que des charges de poudre. Voilà. Et ça constituait un contingent supplétif pour l'armée. Nous avons un exemple, notamment, lorsqu'il y avait la guerre sous Louis XIV contre l'Espagne, à la fameuse bataille de Leucate, en 1637, ben, on a la garde bourgeoise de Revel qui est appelée en renfort, vite, il faut absolument qu'ils aillent à Leucate, parce que on ne sait pas trop de quel côté ça va tourner. La victoire a été pour les Français, mais il y a eu beaucoup de morts, notamment lorsqu'on va à Leucate, maintenant qu'on voit ces grands états, il y a eu beaucoup de morts là. Je ne sais pas si vous connaissez les ruines du château de Leucate, mais c'est un truc à voir. Et là, donc Revel s'en va, en renfort, très rapidement, au pas de course, je vais dire, ils ne prennent pas le train puisque ça n'existait pas, mais ils font vite, ils font le plus vite qu'ils font. Et les gardes bourgeoises de pas mal de petites villes comme ça ont été appelés. Et Revel, eux, dans les textes, ils disent qu'ils étaient très, très, très déçus, parce que lorsqu'ils sont arrivés à Narbonne, ça y est, la bataille était finie. Donc ils n'ont pas pu participer à la bataille, en tout cas, ça aura fait peut-être quelques Revellois qui seront pas morts grâce à ça. Parce que des morts, il y en a eu. Donc, cette garde bourgeoise, c'est le maintien de l'ordre aussi, sécurité des personnes et des biens, notamment la nuit. Ben, la nuit, c'est là qu'il n'y a pas grand monde dans les rues, il y a des gens qui font une crise de faire des bêtises. Donc, évidemment, les horaires changent entre l'été et l'hiver, suivant le soleil, suivant l'éclairage. Et en fait, ils peuvent servir dans les cas de cordon d'hygiène pour la salubrité. On les voit, par exemple, lors de la peste de 1720, on les voit bloquer les portes de Revel. Ils sont tous dans les corps de garde et ils empêchent les gens de rentrer ou de sortir. Et lors d'épisodies, il y a une grosse épisodie qui se passe en 1600, bon la date je ne me rappelle plus, je me mélange un peu, vers 1760, il y a un truc énorme qui se passe au niveau de toute la France. Alors nous on est à la fin de cette épisodie, heureusement ça s'est calmé un petit peu, mais on a des cordons militaires, les gardes bourgeoises qui se mettent en place, on interdit les gens d'aller d'un village à l'autre évidemment pour éviter que cette épidémie s'étende. Et enfin ils sont là pour appliquer les ordonnances et les décisions consulaires. Alors cette garde elle est formée de combien de personnes? Il y a environ 80 personnes, 40 personnes à cheval, et 40 personnes à pied, encadrées par les officiers et les sous-officiers.
Bon, on a été acheter des vite parce que je vois que le temps passe. Tu peux revenir en arrière, Jean-Charles, je ne sais pas le faire le truc. Alors, on a un tableau de garde aussi, un tableau d'organisation de ce corps où on voit, qui appartient à Revel, où on voit à droite la compagnie à cheval, la compagnie à pied, alors tout est expliqué. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, je vous garde trop longtemps, vous en aurez marre, vous ne reviendrez pas à la prochaine conférence après. Mais il y a des détails absolument délicieux, quoi. Parce que les gens, suivant leur niveau social, ils sont officiers ou ils sont piétailles, évidemment, gens à pied. S'ils ont de l'argent, ils ont des chevaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on met leur nom, le prénom, leur métier. Alors dans leur détail, il y a beaucoup de gens qui sont dans les faiseurs de bas, peigneurs de laine, on voit très bien ici. Ça permet de dire ça aussi sur le plan économique, on voit un petit peu ce qui se passe sur le plan économique à Revel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus de leur nom et leur prénom, on leur met un petit sobriquet. Alors, il y en a un qui s'appelle La Tendresse, l'autre, je ne sais pas, enfin, mauvais caractère, enfin, je crois que j'ai lu plus loin. Un autre qui, allez, c'est un peu vivois, je vais dire, c'est Baise-moi, vous voyez, Baise-moi, Brenne d'amour, Sans chagrin, La terreur, Le terrible, Belle pointe, voilà. Mais ça, c'est pas spécifique à Revel. Vous allez aux archives au château à Paris, archives militaires, au château de Vincennes, merci, au château de Vincennes. À cette époque-là, ça se généralise complètement, ces sobriquets, et même deviennent un élément de l'état civil. Alors ça, voilà, c'est dans l'époque, je vous montre les preuves un peu, vous l'avez vu, la tulipe, hein, celui-là il s'appelle, allez, La Tendresse, hein. Lui c'est Baise-moi, La Tendresse, La Tulipe, Parcimonie, Sans parcimonie, voilà, c'est assez marrant. L'apparence, ah ben, ils n'étaient pas guenilles, hein. Ils avaient un beau costume d'ailleurs qui est parfaitement bien décrit, qui a permis de faire un dessin, parfaitement décrit dans une archive de Revel, donc, où l'on retrouve donc comment ils habillaient les gens, avec le tambour, avec le drapeau, le sabre, les fusils, et tout ça. Le fusil avec la devise, on a une devise à Revel, Vincer vel mori, je ne suis pas latiniste, donc la prononciation ne peut pas être bonne, c'est vaincre ou mourir, voilà, vaincre et mourir, c'était d'ailleurs la devise de la compagnie de Turenne. D'ailleurs, ils l'ont repris certainement sur le régiment de Turenne. Vous voyez, on le voit ici, le régiment de Turenne, c'est le drapeau qui est en bas à gauche. En haut, c'est le drapeau royaux militaire que l'on retrouve dans tous les corps militaires pratiquement. Et à droite, c'est le drapeau de Revel, où on a même la hauteur, la largeur des bandeaux de la croix, tout est marqué. Ça, c'est le texte qui permet de dire comment les gens étaient habillés, habillés de bras, de drap bleu avec des revers, les paraments, le col blanc, et ainsi de suite. L'étendard, comment il est, l'uniforme des tambours, voilà tout ça. Mais après, évidemment, lorsque la Révolution arrive, dès 1789, dès le mois d'août, je crois, 1789, ces milices bourgeoises deviennent de la garde nationale. Et alors à Revel, nous avons le drapeau tricolore avec le premier bataillon de la garde nationale de Revel. Liberté, ordre et public, voici, il y a marqué. Le recrutement de ces gens de la garde bourgeoise, c'est tous les jeunes de Revel qui sont en état physique, donc, évidemment, qui sont assez grands, il faut faire au moins 1m62. Au-dessous de 1m62, on ne vous prend pas. Alors, c'est assez curieux, enfin, dans les trucs que j'ai lus, il y a près de 50% de la jeunesse qui faisait moins de 1m62 à cette époque-là, ils n'étaient pas très grands. Ouais, alors c'est là, ils étaient exemptés. Tant mieux pour eux, parce qu'il y a eu beaucoup de morts quand même. Donc voilà, alors là, évidemment, ça faisait environ 80 à 100 personnes qui étaient dans cette liste de la garde bourgeoise, mais évidemment, c'est pas toutes les nuits qu'il y avait les 100 bonhommes qui étaient dans la ville, quoi. Hein. C'était pas groupe, hein. C'était à tour de rôle. Hein. Et ils faisaient bien attention, c'est bien marqué, faire attention qu'il y en ait qui ne le fassent pas deux fois et que les autres ne le fassent pas du tout. Donc c'était à tour de rôle. Alors on a réussi à retrouver un fusil. On sait qu'à une époque, ici, nous avions un petit arsenal qui existait, bon, qui a disparu un petit peu, mais on a trouvé jusqu'à un arsenal de 200 fusils et sabres à Revel. 200 fusils et sabres qui ont été rendus à 1857-12. Mais oui, c'est ce qui restait un petit peu de la Révolution française. Et on sait qu'ici, avec le tome 3, j'ai bien avancé déjà sur le chapitre de la Révolution française à Revel. Il y a des choses là, il y a des choses très très intéressantes à lire, à voir. Et il s'est passé beaucoup de choses.
d'autres pouvoirs de police à Revel, notamment les 4 valets consulaires. Donc les 4 valets consulaires aussi avaient un habit bleu avec revers rouge, et ainsi de suite. Bon, je passe très rapidement. Et il y avait aussi des messéiers qui étaient des gardes champêtres et des gardes de terre, hein, qui eux n'étaient pas armés, mais c'était des sortes de personnes qui étaient rétribuées par des privés pour éviter, pendant les vignes, pendant le chapardé de raisin. Voilà, alors ça c'est pour la milice bourgeoise. Je me rends compte que ça prend plus de temps, je me suis mal chronométré. Ça fait déjà 1 heure. Donc on va faire très rapidement, alors excusez-moi, vous lirez le bouquin parce que vous voulez que je vous lise. La milice royale à Revel, là c'est la milice de l'armée, c'est l'armée à Revel. Et l'armée à Revel, eh bien, c'était une époque où il y a beaucoup de guerres, hein, ça n'arrête pas, hein, pratiquement, des fois on s'arrête pendant 10 ans, 15 ans, il n'y a plus de guerre, et ça repart, et il y a beaucoup de morts. Et à un moment donné, les gens n'ont pas trop envie de partir à la guerre, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de morts. On voit que dans les conflits, il y a beaucoup de morts dans toutes ces guerres, dont les gens n'ont plus envie de partir à l'armée et ça pose quelques petits problèmes, notamment de désertion, des choses comme ça. Il faut savoir que sur le Languedoc, nous avons environ 8 à 7 bataillons, une totalité de 3600 zones. Les bataillons sont situés sur des grandes villes comme Toulouse, Cassanori, Carcassonne, Albi, Montpellier, mais d'autres. J'aurai une petite carte juste après qui vous le montrera. Revel, je vous l'explique, est une ville-étape, c'est pas une ville de garnison. Reviens en arrière, excuse-moi. Non, reviens en arrière. C'est parce que j'ai pas. Voilà. Des gens ne font que. Ils arrivent et ils partent. Alors ils peuvent rester 3-4 jours, mais il y en a qui restent 5 mois, d'autres qui restent 1 an, et il y a du monde. Parfois, au maximum, il peut y avoir, le maximum que j'ai pu voir, c'est 200-300 militaires en Revel. Vous vous rendez compte, hein, ça fait du monde quand même. Hein. Et tous ces gens-là, eh bien, il faut s'en occuper. Leur donner des logements, donner des écuries pour les chevaux, s'occuper de la paille des chevaux, nourrir les gens. Cela pose des problèmes relationnels avec la population de Revel, avec les jeunes filles aussi, bien entendu. Problème de discipline. Alors, assez curieusement, je pense qu'il y a une discipline de fer à cette époque-là. Ben là, à Revel, plusieurs fois, on a les officiers qui sont très laxistes. Les soldats font absolument pratiquement ce qu'ils veulent, à tel enseigne que les consuls sont obligés d'aller voir les officiers et dire oh, il faudra tenir vos zones, hein, il y a beaucoup de problèmes. Alors nous avons une liste, parce que la liste consulaire c'est intéressant, parce qu'on nous dit quand les gens arrivent, quand ils partent, d'où ils viennent. Alors on a les noms des compagnies. Là je vous avais vraiment une très petite liste. Cette liste, il faut la multiplier par 20 ou 30 environ. Hein. Et il y en a sans arrêt ça arrive, à un moment donné, même ça bouchonne, il y a 3-4 compagnies qui arrivent dans la semaine, enfin, c'est vraiment le grand bise. Donc là, une carte un petit peu du Languedoc. Chaque couleur correspond à un gros bataillon, dont nous, ici, on dépend du bataillon qui correspond à Carcassonne. Nous sommes dans le diocèse de Lavore, bien que Dreuil est sur le diocèse de Saint-Papoul. Mais donc, on dépend de Carcassonne. Donc, beaucoup de relations avec Carcassonne et Montpellier, où se trouvent les États du Languedoc. Alors, les casernes, parce qu'on parle sans arrêt des casernes. Alors, il y a les casernes, ceci, cela. Il faut créer des casernes, il ne va pas assez quand même. Les casernes, c'est des maisons. C'est des maisons, tout simplement. Il n'y a pas la caserne de Pérignon ici. Donc, c'est des maisons qui sont louées aux gens, qui servent à ça toute l'année. Donc là, vous avez une vue des photos de l'intérieur d'une cour intérieure d'une maison. On peut voir qu'on peut loger quand même pas mal de gens. Et on a des documents qui permettent vraiment de voir qu'il y a tant de lits, il y a telle casserole, il y a tant d'assiettes, il y a tant de ceci, il y a des pots de chambre, il y a des ceci, il y a des cela. Tout est calculé. Il faut penser aux chandelles pour s'éclairer, il faut penser au bois. Voilà, tout ça. Alors des fois, il y a des problèmes. Il n'y a pas assez de bois, donc ça crée un petit peu. Les officiers vont voir les consuls. Tout ça, tout ça, je ne peux pas rentrer dans le détail. Moi, dans le bouquin, j'ai essayé quand même de déchiffrer tout ça. Et c'est très, très intéressant. Et puis après, ces noms exotiques, des écuries des 3 rois, du cheval vert, des 3 pigeons. Hein. Alors, cheval vert, je me dis vert, pourquoi vert? Vert, oui, le cheval qui est jeune. Le cheval vert, c'est le cheval qui est jeune et qui foule un petit peu. Alors, il nous reste évidemment de cette époque-là
quelques vestiges, par exemple ces portes qui permettaient de dire, ben oui, là, il y avait des écuries. Ici, je l'ai mise parce qu'il y a des numéros, et on me dit à un endroit que, parce que les militaires, ils se perdent un petit peu. Quand on dit c'est la caserne à tel endroit, ils ne savent pas trop, alors on leur donne des numéros. Alors on a numéroté les maisons. Alors celle-là porte le numéro 200, je ne sais plus, 278. Ce qui est assez curieux, c'est que si celle-là porte la 278, celle d'avant c'est pas 277, et l'autre après, c'est pas 279. Ils donnent les numéros comme ça. Alors vous avez un 270 qui est là, un 260 qui est là-bas, enfin, je ne sais pas comment ils se retrouvaient. Mais ils devaient s'y retrouver. Bon. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas d'argent en Revel. Les linsols, alors c'est pas les linsols pour moi, hein, les linsols c'est des draps. Hein. Les linsols, quand ils sont en mauvais état, on les rapièce. Alors avec 3 qui sont en mauvais état, on découpe un tiers de l'un, un tiers de l'autre, on les coud, hein, fait à peu près là. Voilà. Voilà, il y en a 13 qui ont besoin d'être cousus, on fait des échimés, on fait ceci, cela. Et pour ne pas qu'on nous le pique, hein, on met la lettre R. Hein. Je ne sais pas si c'est un moyen quand le soldat partait, qu'ils ne prennent pas le drap. Il y avait la lettre R sur tous les draps. Et ça, c'était un casernier. Il y avait un gars qui était, où ils étaient plusieurs, ils s'occupaient de ça. C'est eux un petit peu qui faisaient les états des lieux lorsque les militaires venaient, état des lieux quand ils repartaient, et qui regardaient un petit peu si tout était en ordre dans ces casernes. Alors, des états des lieux, on en a des dizaines. Ça, c'est intéressant à lire. Hein. Intéressant à voir. Regardez, il y a 4 assiettes, 4 cuillères, 2 pots de chambre. À un moment, on voit qu'il y a 2 lits pour 4 militaires. Ça veut dire qu'ils dorment à 2 par lit. Hein. Bon, j'espère que tout allait bien. Voilà. Des fois, ils sont à 7-8 dans une seule chambre, en fait, dans des conditions qui sont pas très marrantes. Évidemment, les officiers, ils ont des appartements à part. Hein. Voilà. Alors, on a aussi pas mal d'anecdotes. Par exemple, des fois, on a les compagnies qui arrivent à Revel, puis de Revel, elles doivent aller sur Piloran, seulement il y a les inondations au sol, impossible de passer. Alors, il y a un épisode, je vais vous les marquer là, on voit dans cet épisode que l'armée, parce que les ponts c'est pas les ponts qu'on a actuellement, c'est pas la route qu'on a actuellement, les gens, ils sont devant un grand fleuve, quoi. Ils doivent passer, il faut absolument qu'ils aillent plus loin. Alors on les voit, ils prennent une corde qui fait 30 et 40 mètres de long, les militaires, on met un militaire à tous les 2 mètres, le premier est avec un truc, ils avancent pour essayer de passer, et pour essayer de trouver un gué, un truc comme ça. Alors ça dure des heures et des heures, hein. Puis ils n'y arrivent pas, et bien ils reviennent à Revel, et pour montrer que les inondations, c'est quelque chose d'important. Après, il y a plein d'anecdotes, je vous en ai mis quelques-uns, c'est pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche aussi, bien sûr. Vous avez bien compris, il y a un assassinat qui est imputé à un soldat, alors là, on assassine une personne dans Revel, évidemment c'est un soldat qui l'assassine, on ne sait pas lequel, donc on réunit tout le contingent sur la place du bâti, les officiers viennent, les passent les uns après les autres, pour essayer qu'il y en ait un qui se dévoile ou qui soit un peu gêné, et ils n'ont pas trouvé le coupable. Sans arrêt, c'est des déficits d'écurie, de matériel, problème aussi avec les chevaux, les maladies, la mort notamment, beaucoup de chevaux qui vont mourir, il y a une épidémie de mort à un moment donné, c'est une catastrophe, et il y a des projets de casernes neuves, notamment à la place du Paty, et aussi au Port-Louis. À Port-Louis, là où c'est que nous avons les filtres actuels d'eau, on devait faire une caserne, c'est cette caserne où il devait y avoir 90 ou 100 cavaliers. Alors il y a aussi dans les archives, il y a tout ce qui est on vient chercher des miliciens, c'est-à-dire à l'armée il y a plein de morts, donc il faut absolument remonter les effectifs. Donc on vient faire de la conscription, on vient chercher des gens, et c'est le tirage au sort. Le tirage au sort, on sait ce que c'est un billet blanc, un billet noir, dans les chapeaux, celui qui tire le blanc il s'en sort, celui qui tire le noir, c'est lui qui y va. Quoi, hein. Alors on vient chercher, souvent c'est 8, 7 miliciens, je l'ai marqué par année. 7 miliciens, évidemment, tout le monde n'est pas éligible à ça, c'est-à-dire évidemment tout ce qui est noble, tout ce qui est bourgeois, fortunés, eux, ils sont exemptés de ça. Et après sont exemptés aussi tous les gens qui ont des métiers un peu particuliers, comme par exemple garde-chasse de M. de Vaudreuil, comme une personne très importante, un boulanger par exemple qui fait le pain, ceux-là ils sont exemptés. Et là on voit des dérives qui consistent
à ce que une sorte de clientélisme qui se fait entre les nobles et la population, ou pour éviter que les gens aient le sens militaire, eh bien on va voir M. le marquis de Vaudreuil qui va prendre 8 gardes-chasse, 6 servants, c'est 6 pour ne pas qu'ils partent à l'armée. Et puis on va à la Revel, parce qu'on dit, ouais, nous à Revel ici on nous prend 8, 7, 8 miliciens, on n'en prend que. Qu'est-ce que ça veut dire le prorata par rapport à. Alors ça crie un petit peu, on envoie des lettres substituts du diocèse de la mort, et ça rage un petit peu, puisqu'après on ne demande plus que 2, 3 miliciens à Revel. Et enfin, ben voilà, c'était bon, le côté un peu grivois, il a fait un petit peu les coureuses de rempart, il y en avait à Revel. Alors bon, je ne veux pas le lire, parce que c'est pas très. Mais dans toutes les villes, il y avait un peu de ça. Hein. On disait, on retrouve ça dans les textes où les gens disent à Revel, les militaires, hein, ben voilà, c'est ça quoi. Excusez-moi, je vais le lire, hein, à Revel, ville des grands bordels, le pute à cas de Bourtanel. Ceux qui connaissent le patois, vous avez compris. Et voilà, et ouais. Bon, alors, on se faisait l'argent comme on pouvait. Donc, dans ces fameuses escoussières que je vous ai montrées, donc, il y avait ces filles de joie qui étaient là pour les militaires. Et on retrouve dans les textes, donc, là, ça peut plus, parce que même les femmes mariées, quoi. C'est un peu dans Jacques aussi. Les maris ne sont pas du tout contents. Il y a beaucoup de désordre civil, il y a beaucoup de problèmes. Donc, on décide au consul, on va punir ces petites putains, vous voyez, et on va les mettre sur le cheval de bois. Alors au début, je ne savais pas trop ce que c'était un cheval de bois, mais j'ai trouvé, c'est ça. Voilà, vous avez tout compris, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et ensuite, elles seront bannies de la présente ville, les femmes et filles qui seront surprises en adultère. Mais ça, on retrouve ce genre de truc aussi dans la charte de fondation, où là, c'est l'adultère qui est interdit. Quelqu'un qui est pris en adultère, il se retrouve tout nu, à faire 3 fois le tour de la ville, sous les acclamations et les applaudissements de la population. Beaucoup de désertions, énormément de désertions. Les gens en ont marre, vers 1750, 1760, les gens n'en peuvent plus. Il y a beaucoup d'insoumission, d'insubordination. On va avoir des recruteurs même qui seront molestés. Sur 600 personnes qui sont relevées sur roche et censeurs, il y en a 422 qui désertent. C'est pas rien, vous avez vu, c'est parce que. Non, mais c'est dans les textes. Écoutez, moi j'ai repris les textes. Hein. J'ai dit, c'est pas possible. Si, ça a déserté. Et le roi va essayer de donner des ordonnances pour alléger tout ça. Mais bon, après la Révolution française est arrivée, c'est plus possible, quoi. Et les exemptions, comme je vous disais, sont aussi nombreuses suivant la taille, la santé, la classe sociale, je vous en ai parlé un petit peu, la profession. Il y a aussi celui qui a de l'argent qui va payer en remplaçant. Voilà. Alors. S'il y a des remparts, s'il y a des portes, s'il y a des cadenas c'est évidemment, et les portes et les remparts, c'est pour éviter que les gens de l'extérieur rentrent, mais c'est aussi pour éviter que les soldats qui sont à l'intérieur sortent pour aller piquer ce qu'il y a dans les vergers. Les raisins et trucs comme ça. Et Dieu sait qu'il y a des problèmes comme ça. Donc tout ça, on essaye les soldats disciplinés, souvent il y a beaucoup de problèmes. Les dragons qui se défoulent dans la ville. Des fois, c'est les militaires, la milice provinciale, royale, qui va se battre avec la milice bourgeoise, la milice rurale. Il y a les échauffourés, les officiers d'Axis, je vous en ai déjà parlé. Les locaux sont dégradés, les ustensiles subtilisés, enfin. En plus, souvent, dans les ustensiles, c'est souvent la population, les habitants de Revel qui vont prêter un lit, qui vont prêter une poêle, qui vont prêter un truc comme ça. Et les gens hésitent à la fin de prêter tout ça parce qu'on leur vole tout. Alors évidemment, les militaires à Revel, c'est le tome 2, ça s'arrêterait disons vers 1780. Évidemment, attendez le numéro 3, on va attaquer la révolution à Revel. Il y a beaucoup de choses à dire sur les militaires. Il y a aussi le 19e siècle, avec l'armée qui est toujours là, puisqu'il y a des ordres, des demandes pour mettre des gens dans des logis. On voit qu'encore, on donne des bons pour mettre des militaires dans des maisons, dans des casernes. Il y a aussi un dénommé Augustin Grapial qui est un Revellois, qui a un parcours militaire très exceptionnel, très particulier, puisqu'il arrive à être un Revellois. Il y a quelque chose de mettre, il est là. Là, c'est la photo du mouvement insurrectionnel de la Commune de Paris en 1871. Et ce gars-là va faire monter des canons sur l'Arc de Triomphe. Ça, c'est pas connu, on a découvert ça un petit peu. Hein. Donc, voilà, il s'en tire, lui, il n'est pas fusillé, et ça devient un inventeur d'une machine à coudre, d'un truc à pétrole. Il y a aussi toute l'épopée de 14-18, l'hôpital militaire à Revel.
les défilés, ça a été aussi 2 régiments d'infanterie qui sont venus faire des séances d'entraînement avant de monter au front à Revel. Tout ça, ça a été analysé, déjà publié sur le bulletin de 14-18. Et enfin, il y a un 39-45 avec une publication de l'AFA, les cours francs de la Montagne Noire, et notamment le défilé du 14 juillet 44. Tout ça, vous le verrez plus tard. Voilà, merci, j'espère pas avoir très long. Merci pour votre présence et je vous dis à bientôt pour les prochaines conférences. Merci. Bon, une heure et quart, ça vous va? Alors, évidemment, s'il y a des questions à poser et que je peux y répondre, si je peux répondre, je serai très heureux, mais je vous dis que je ne suis pas compétent, tout, alors allez-y. Je vous écoute. Hein. Merci. Bon, sur le pouvoir de rempart, vous avez tout compris? Moi, j'avais une question. Oui. Évoquer les plans d'eau qu'il y avait. Non. Non. Et non, tu as vu 1h15. J'ai plein de choses, je suis passé très vite. Vous avez eu comme une fusée à faire. Tout à fait. Alors les plans d'eau, c'était des abreuvoirs pour les... Il y avait 2 abreuvoirs, notamment à côté de l'église de Notre-Dame et à la sortie de la porte Victor Hugo, la porte des Casses. 2 énormes abreuvoirs qui permettaient donc aux chevaux de venir se désaltérer. Il y avait des poissons, les gens pouvaient pêcher, les manger. Le problème, c'est que souvent, on retrouve dans les tests que ces abreuvoirs sont souvent souillés, parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui vont... Il n'y a pas que les chevaux. Et il y a le grand marché aussi à Revel, marché avec les vaches, les gens vont boire là. Donc évidemment, il y a des boues, il y a des choses comme ça. On se retrouve dans des conditions d'hygiène, ça on a commencé à analyser. J'ai failli le publier dans le tome 2, ce sera le tome 3. Des problèmes d'hygiène catastrophiques, c'est catastrophique, Revel, enfin. C'est formidable parce qu'on... On voit comment les gens vivaient, quoi. C'est écrit, où on voit les gens qui... Excusez-moi, je parle de ça, mais il y a un moment donné où ça se finit au tribunal, parce qu'il y a une femme qui vide ses pots de chambre par le premier étage, quoi. Et ça tombe sur la tête de quelqu'un, parce qu'il ne l'avait pas vu. Il était au-dessous à l'histoire de colombage, vous savez. Bon, après, c'est le choléra en 1854, évidemment bien avant la peste. Les épizooties aussi, qui sont catastrophiques, qui tuent pratiquement tout le cheptel. Oui, ça, c'est le vieux film qu'on a. Voilà, c'est pour vous reposer votre regard là-dessus, plutôt que de me regarder tout le temps. Il est malin, lui. Ça, c'est un film exceptionnel. On aura l'occasion de vous le présenter au Ciné-G. C'est un film des années 56, où l'on voit la vie de Revel à l'époque. Là, on sort de la thématique de ce soir. Voilà. Alors, il n'y a pas de questions, vous avez tout compris? Bon, je tiens à vous dire... oui. J'ai une question, mais qui est un peu en dehors du sujet d'aujourd'hui. Oui. À savoir, tous les travaux qui ont eu lieu dans Revel, dans les rues, est-ce qu'ils ont fait l'objet de suivi archéologique et non? Pas de suivi archéologique. Par contre, moi j'ai suivi, je regardais, mais on aurait dû le faire en préalable. C'est quand même un problème, ça. C'est quand même un problème. Déjà, les remparts, ça a failli passer un peu à la trappe. Alors, j'ai suivi, ouais. Alors, les informations, écoute, franchement, j'ai suivi le truc, mais bon, tu sais, je suis pas archéologue, quoi. Enfin, pas professionnel en tout cas. Le problème, c'est que toutes les rues de Revel, depuis plus d'un siècle, ont été creusées, recreusées, tout ça, et tu retrouves des bribes, si tu veux, de ces aqueducs souterrains, tu vois, mais qui sont coupés en morceaux, tu vois, mais on sait exactement où ils passaient, tu vois, par où ils passaient. Donc j'ai pris des photos, j'ai fait des... D'ailleurs, il y a un truc qu'on a publié sur le tome 1, je crois sur le tome 1, tu le verras, où c'est qu'on voit très bien que l'aqueduc, à un moment donné, ils le font trop petit, ils le décapitent en haut, ils le remontent et ils refont le couple, on le voit bien, quoi. Mais après, je vais te dire, quand j'y allais, à la fin, il me faisait comme ça quand il me voyait, tu vois. Parce que, alors on a récupéré c'est Roger où tu es. Roger Julia. Bon, enfin, il est par là, il est timide, personne. Là-bas, il y a Roger Julia qui suivait aussi, on était plusieurs de la société. On a récupéré quand même du mobilier, je vais l'appeler, puisqu'on appelle comme ça, des tuyaux en terre, des choses comme ça, tu vois. Mais après, on a regardé les fondations des maisons, ça alors.
C'est très intéressant, les fondations, parce qu'il n'y en a pas. C'est posé sur l'argile, c'est de la folie, ça tient, hein, c'est les uns avec les autres. Hein. Et après, on voit très bien par la place du Paty. Puis à la place du Paty, là, ils y sont. J'ai dit, alors là, j'attendais, j'ai dit, tu vas trouver des traces de l'ancienne église, l'église des Antonins. Tu parles, et quand ils ont creusé, mais qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves du sable, des trucs, ils ont sorti, il y a 60 ans, ils ont mis des grosses buses, tout a été déjà passé au crible. Alors tu trouves quelques pierres un peu équarries, tu vois, mais franchement, hein, il aurait fallu qu'il y ait un suivi, mais tu le sais comment c'est l'histoire des travaux. Hein? Nous avons eu les 3 grâces. Il y a eu les 3 grâces, voilà. C'est l'histoire au bar PMU, au centre. Je l'ai su en retard. J'ai su qu'il y avait la police scientifique qui s'était pointée à Revel. Je l'ai su assez tard. Ils avaient trouvé le squelette. Hein. Donc, les gens qui trouvent le squelette, ils préviennent la police municipale appelle la police qui vient avec les blouses blanches, je me souviens de tout le truc, tu vois. Enfin, ils regardent, ils disent, oh, c'est vieux, ça, c'est vieux. Tu penses, oui, c'est les sépultures des manettes de Belloc. Mais c'est dommage, parce que là, par contre, hein, tu vois, il y avait le truc. Ça aurait été bien de le fouiller, tout ça. Voilà. C'est le problème. On m'a compris. Je ne dis pas plus. Et voilà, oui. Les militaires, la garde, mais est-ce que les métiers de cette époque, des gens qui travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, les gens qui... À Revel. Alors, à Revel, l'économie était basée essentiellement sur... Alors, pas le pastel, parce que souvent on dit c'est le pastel, c'était plus sur le coton de l'ouraguet, à manger, vous voyez tout ça. C'était essentiellement des marchands drapiers, des faiseurs de bas. Et ça, on le retrouve, mais ça, on sort un peu de la thématique de ce soir. Ça, on l'a analysé parce qu'on a beaucoup de documents sur le tome 3. Il y a des marchands drapiers qui font du commerce avec l'Espagne, avec l'Italie du Nord, ça se vend dans les grands marchés de l'UNAS, mais ça, on le retrouve dès la fondation de Revel. Ici, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de pastoralisme, beaucoup de moutons. Qui dit mouton dit laine, dit filage de la laine, donc il y a les teinturiers, il y a les tanneurs, dans la rue de... Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai pour 1 heure à vous expliquer. Dans la rue du Temple, par exemple, cette rue qui est la plus large de Revel, il y avait les tanneries, il y avait les teintureries, voilà. Et alors, quand vous lisez, on a eu la chance de pouvoir acheter, je le dis, on a eu pour 2500 €, mais on y a mis le paquet, on avait un peu de sous, c'est grâce à vous tous si on a pu se l'acheter, parce que vous achetez les bouquets, on fait un peu de bénéfice, c'est pas beaucoup, mais avec l'argent, le bénéfice qu'on peut, on a acheté 18 registres, ou 15 registres plutôt, d'un marchand de drapier qui s'appelle Barmermont-Lacombe. Personnage qu'on retrouve dans le théâtre, on ne savait pas trop ce que c'est. Ce type-là, c'est un truc incroyable, quoi. C'est un gars très important. Et on le voit à un moment donné, on ne comprend pas tellement. Il m'a mis beaucoup d'argent pour un marchand de drapier. Beaucoup d'argent. Il m'a mis plus d'1 million de livres en 2-3 ans. 1 million de livres au 18e, c'est énorme. Et on ne comprend pas, puis on va un peu plus loin, et là on voit arriver des mots comme un ami à lui, qui est de Mazères, dans l'Ariège, qui s'appelle Courtois. Déjà, Isaac Courtois, et puis on voit notre Isaac Courtois, le fondateur de la banque Courtois, une des premières banques régionales, quand même importante. On l'a encore, la banque, je ne fais pas de peur, hein. Je ne suis pas payé par eux. On voit Isaac Courtois, qui vient à l'église de Notre-Dame, comme parrain du fils du Barmermont-Lacombe. Et alors, si vous remontez le truc, mais là, ça devient une dynagasse, c'est-à-dire parce que le Barmermont-Lacombe, on voit qu'il a des descendants de Mazères. Donc, son grand-père, peut-être était copain, le grand-père du Courtois, enfin voilà. Donc, vous refermez un petit peu le cercle. Donc, il y avait des gens, des banques à Revel, donc à cette époque-là, beaucoup de marchands de drapiers, beaucoup de tanneurs, et évidemment, après, il y a tout le petit artisanat qu'il peut y avoir, hein, le petit artisanat. Alors le bois, il faisait du bois, mais c'est bien plus tard, c'est avec Moumouri qu'on commence à voir ce meuble d'art, si vous voulez, qui dès 1885, 85-86, se met en place. Là aussi, on a fait une publication là-dessus, très détaillée. Ben, c'était pas très long pour les Moumouri, on en parlait comme ça, mais là,
On a pu voir que son père était sur les pontons anglais, qu'il était à Versailles. Enfin, on retrouve, c'est quand même formidable l'histoire. Enfin, si vous embêtez, il y en a là, si vous venez chez nous, et je vous assure, les archives, mais on est comme un gosse devant un sapin de Noël. Écoutez, moi quand j'ai trouvé le blason avec les biches, ces biches elles sont vraiment belles. Et plus je les regardais, plus je trouvais qu'elles avaient des beaux yeux, ces biches, vous voyez. Et c'était un blason qui n'était pas connu, c'était formidable, donc on y prend du plaisir. Donc voilà, on trouve des choses. Augustin Henrial, ce gars-là qui a inventé la machine à coudre, que l'on retrouve donc. Que l'on retrouve dans le mouvement communaliste de Paris, on le retrouve sur les barricades, les dernières barricades, puis il s'en va, il part en Alsace, qui était récupéré par les Allemands. La mobilette à pétrole, le manège, la montgolfière, il est de Gustave Eiffel, vous entendez? Parce qu'il revient après, en 1880, il y a l'amnistie, tous ces types-là qui se sont échappés des mouvements communalistes, ils peuvent revenir. En 1880, il revient. Il y a de Gustave Eiffel, il monte pour lui tout un système de logistique, hein, avec des rails qui vont amener les poutrelles en fer, et c'est notre Augustin Henrial, revélois. Il était inconnu ce type-là, on l'a trouvé comme ça, et on a fait un gros bouquin, pareil. Mais quand le bouquin, si vous le voyez un jour, on ne l'amène pas, parce qu'il ne se donne pas beaucoup quand même. Mais s'il y a des gens curieux comme ça, je vous le dis, c'est vraiment un type. Je me demande comment une rue de Revel, pourquoi une rue de Revel ne s'appelle pas Augustin Henrial. Parce qu'en dehors du truc politique, c'est un type un génie, quoi. Il a fait des trucs. Il a fonctionné avec un Suisse aussi qui était spécialiste dans la création du froid avec les machines. Donc il a été avec lui. Voilà. Attention, il y a des gens importants qui sont sortis de Revel, et l'histoire, ça vaut vraiment le coup de la fouiller. Et on trouve, je ne sais pas, au bout du rouleau, c'est pour ça que je vous dis le 6e et le 7e, on va se le faire. Hein. 6e et 7e tombe. Hein. On laissera baisser le prix parce que vous allez dire. Elle faisait quoi? Ah, mais les femmes, elles étaient peigneurs de laine, elles devaient être dans la teinturerie. Elle devait, en plus, je n'en ai pas parlé, mais il y avait plein de jardins, les gens pouvaient vivre à Revel, mais pouvaient travailler la campagne. Et il y avait le pastoralisme, mais aussi il y avait l'économie agricole. Il y avait les marchands drapiers aussi, elles devaient faire des tissus. Les faiseurs de barbe, c'était des hommes essentiellement, on trouve, pardon. Les vignes, ouais. Alors c'était pas du... C'était la piquette, hein. C'est du 6-7 degrés, moi ça ne va pas, ça. Hein. Bon, voilà, c'est fini, merci. Pas de questions, allez.